Voilà, après ces informations de neurosciences, nous allons écouter André Goebbels, le visionnaire de la VIC, comme Madame Connella l'a présenté ce matin. Mais avant tout, il est toujours président du conseil d'administration du centre Nopilif à Bruxelles et administrateur à Bruxelles. Je peux prendre ça, c'est un... Voilà, et ton micro est là. Et mon micro est là. Merci Alice. Merci également de m'inviter aujourd'hui dans ce colloque. Je me suis demandé pourquoi j'ai pris cette question, répondre aux besoins des personnes autistes, une perspective de science-fiction. Merci Eric. Mais c'est une question qu'on se pose évidemment, surtout lorsque, comme moi, on a un parcours de plus de 40 ans dans l'action publique et on s'aperçoit effectivement que après autant d'années, et j'écoutais les familles et j'écoutais les témoignages ce matin, les mêmes questions se posent. Et je vais vous proposer ici, puisque nous sommes dans une journée scientifique, d'interroger la science et d'interroger ce qu'on appelle les sciences de l'action collective. C'est-à-dire que, en fait, ça va faire un pendant, je pense, intéressant avec votre intervention, les interventions que nous avons entendues aujourd'hui, qui nous ont montré quelque chose de fascinant, c'est quel progrès, quelle inventivité dans tout ce qui est lié effectivement à l'approche et aux méthodes liées à l'autisme, quelle créativité. Et la question évidemment qu'on va se poser, c'est mais qu'est-ce qui fait que toutes ces innovations, toute cette créativité ne se transforment pas dans un impact beaucoup plus global. Et c'est ce qui va m'amener, si vous voulez, à interroger, non pas l'autisme, je vous préviens, je ne vais pas beaucoup parler d'autisme, je vais vous parler des réponses à l'autisme. Et dans cette perspective-là, je vais me situer, vous connaissez cette différence effectivement qui influence très fort les approches des politiques du handicap sur l'idée que le handicap, c'est pas uniquement l'individu, c'est également les barrières. On a beaucoup parlé de l'individu, des progrès considérables qui ont été faits. Et dans le fond, mon regard va se poser uniquement sur la droite, sur les barrières. Ce que je vais vous proposer en quelque sorte, ce n'est pas un diagnostic de l'autisme. On a vu comment c'est compliqué. Ce sont finalement de diagnostic des réponses et du système que nous avons mis en place et qui va se baser sur, d'une part, la science, mais également, et je crois que c'est important, sur l'hypothèse que nous avons affaire à un problème complexe. Vous savez qu'il y a beaucoup de théories actuellement en sciences politiques qui parlent de ce qu'on appelle les wicked problems, les problèmes pernicieux. On parle de l'environnement, on parle de la pauvreté. Est-ce que l'autisme est un problème pernicieux? Et si vous regardez la définition, évidemment, qu'on donne des problèmes pernicieux, ça a été théorisé par Weber et Rittel il y a une quarantaine d'années, ben, c'est des problèmes qui sont difficiles parce qu'ils sont d'abord difficiles à définir. L'autisme est très difficile, manifestement, si j'ai compris, à définir dans ses causes. Et les solutions sont également incertaines. Et puis, effectivement, c'est un système, et on l'a vu également, qui met en place énormément, effectivement, d'acteurs, énormément de visions différentes. Et c'est pour ça que je vais m'inspirer de Edgar Morin. Vous connaissez Edgar Morin, la pensée complexe, c'est quelque chose, évidemment, qui est tout à fait adapté à l'idée de complexité, à l'idée de comment réfléchir à des problèmes dont les causes et les solutions sont incertaines. Et Edgar Morin prône la transdisciplinarité que vous avez évoquée. Et cette transdisciplinarité va étrangement m'amener à évoquer pour vous beaucoup de théories. Des théories d'économie, quelques prix Nobel, des théories de sciences politiques, des théories de sociologie et des théories des systèmes. Mais l'idée, ce n'est pas évidemment en transdisciplinarité de les juxtaposer, c'est est-ce qu'on peut les faire parler ensemble? Et si on les fait parler ensemble, quelle idée ou quel insights, comme on dit en anglais, nous donne-t-il sur les difficultés que nous avons à trouver
des réponses adaptées à cette problématique de l'autisme. Et donc, lorsque je parle d'autisme, finalement, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant en soi? Parce que ici, je vais le prendre comme révélateur. Je vais le prendre comme révélateur d'une problématique qui est une pathologie, non pas de l'autisme, mais du système. Alors, pour évoquer cette pathologie, je vais prendre cette image d'un arbre. Vous voyez l'arbre en haut, ce que nous avons entendu et ce que nous entendons depuis ce matin. On voit des listes d'attente, on voit une absence de choix, on voit des parcours fragmentés, il y a le non-recours, l'épuisement des familles. Et si on regarde les pathologies du système, eh bien on va essayer de les rattacher à différents, on peut les appeler des verrous ou des freins, qui empêchent finalement cette adéquation entre finalement le problème posé par l'autisme et la réaction du système. On parle de paradoxe de la rareté, de rigidité de l'offre, de logique de financement, d'asymétrie d'information, de fragmentation du système et d'inertie des structures. Ça fait beaucoup, mais on va quand même les évoquer un par un, parce que je crois que ça nous donne une idée finalement de quel est l'ennemi et pourquoi c'est si difficile de changer finalement les problèmes auxquels nous nous attaquons. Alors, paradoxe de la rareté, j'évoque ici à travers une file d'attente, mais en économie, en fait, c'est très simple, le paradoxe de la rareté. L'économie nous rappelle simplement que lorsque nous avons des biens qu'on qualifie en théorie économique des biens méritoires, c'est-à-dire des biens que le marché ne pourrait pas satisfaire, alors que ce sont des besoins qui, collectivement, sont indispensables à la population. On parle d'éducation, on parle de la santé. On peut considérer évidemment que les services d'aide à l'autisme sont également des biens méritoires. Et puisqu'ils sont indispensables à la population, eh bien, au niveau des pouvoirs publics, il faut en assurer presque la quasi-gratuité. Mais si vous assurez la quasi-gratuité d'un service avec en parallèle des moyens limités, ce que l'économiste de l'État-providence Nicolas Barr théorise, en fait, le prix ne régule plus l'offre et la demande. Qu'est-ce qui va réguler l'offre et la demande? Les listes d'attente, les quotas, les critères, les procédures. Et on vient finalement dans un système qui n'est plus tant là orienté vers aider les gens, mais il est là pour gérer la pénurie. Et toute la focalisation se fait effectivement comment cette pénurie peut être gérée de façon équitable et rationnelle. Comment on peut mieux organiser les files? On en a parlé tout à l'heure ce matin. C'est légitime, évidemment. La question, évidemment, c'est quand ce paradoxe devient ce qu'on appelle un paradigme. Alors, on parle beaucoup de paradigmes, ça a été théorisé, mais un paradigme a une particularité impressionnante, c'est en fait, il empêche toutes les autres explications. Il constitue une sorte de cage mentale qui conditionne finalement comment les acteurs pensent sur le système, et on évacue assez facilement toutes les autres alternatives. Le paradigme, c'est Tina, there is no other alternative que de gérer la pénurie. Et ce paradoxe de la rareté, si on le regarde d'un point de vue sociologique, et je fais appel ici à Pierre Bourdieu, il génère ce qu'on ressent en fait presque tous ici. Au-delà de la violence matérielle qu'éprouvent les familles, cette violence matérielle qui est la perte de revenus, qui est l'épuisement, qui est la difficulté effectivement de trouver des solutions, il y a derrière ce qui a fondamentalement quelque chose de profond qui est une violence symbolique. Cette violence symbolique, c'est on vous promet des droits, mais vous n'y avez pas accès. C'est ce sentiment de promesse trahie que nous vivons. Et au niveau des professionnels aussi, finalement, on se sent impuissant. Alors, ce paradoxe de la rareté, est-ce qu'il explique tout? Je pense qu'on l'a évoqué ce matin aussi. En fait, il n'explique pas uniquement ce problème de mismatch entre les besoins et la demande, parce que parfois, lorsque même on a une place, comme je l'ai entendu ce matin, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas dans cette place? Eh bien, on s'aperçoit effectivement que on a une sorte de rigidité entre la réponse qui existe et les besoins des personnes. Cette rigidité-là, elle est analysée, elle est très théorisée évidemment dans l'analyse de la sociologie de l'action publique et de l'économie. La sociologie de l'action publique nous dit
Mais lorsque nous agissons et lorsque les pouvoirs agissent, ils ont un besoin bizarrement de simplification. Donc simplifier la réalité, c'est la réédifier dans des catégories, dans des cases. On a parlé tout à l'heure de, finalement, est-ce qu'on peut mettre l'autisme dans une case? La réponse, en fait, est, on va essayer, d'un point de vue, évidemment, de la réponse de besoin, de standardiser en disant, ben, voici la catégorisation d'une réalité qui est beaucoup plus complexe. Ce qui se fait, et on le voit tous dans la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus dans la recherche de soutien, dans quelle case peut-on entrer, que dans la réponse, effectivement, aux besoins. Et en économie, on met aussi l'accent sur le fait qu'il y a quelque chose, évidemment, de paradoxal, mais un peu de fatidique dans l'intervention publique, c'est que le prix qui, dans une économie de marché, joue en fait le mécanisme d'adéquation de l'offre et des besoins, eh bien ici, il ne joue pas. Ce qui joue l'adéquation entre l'offre et les besoins, c'est la réglementation, et ça conduit, en théorie économie, effectivement, à ce qu'on appelle la distorsion des incitations. La distorsion des incitations, c'est, si vous voulez votre budget, il faut se conformer, non pas tellement aux besoins, mais il faut se conformer, bien entendu, à la réglementation. C'est quelque chose, évidemment, que vous n'avez pas comme acteur économique. Ça va, je reste politiquement correct quand même. Hein, c'est une théorie économique de Hayek qui est un prix Nobel. Vous avez ce qu'on appelle aussi la capture réglementaire. Je l'évoquais avec Freddy tout à l'heure, qui est colonel, donc il a une bonne expérience de l'action publique, et on évoquait le fait que, en principe, évidemment, les budgets sont là pour être épuisés. Je vais y revenir. La standardisation, c'est intéressant aussi cette approche de l'économie de marché qui nous dit, dans le fond, dans un marché, vous avez deux stratégies si vous voulez aller sur le marché pour satisfaire à des besoins, soit de vous standardiser et vous faites le prix le plus bas, Aldi, soit vous êtes dans les produits de niche. Hein, c'est la fameuse stratégie de Porter. On voit bien que dans l'action publique et dans notre secteur, c'est très difficile effectivement d'avoir des produits de niche par rapport au même prix, et se pose l'idée de, il faut quand même traiter les gens de la même façon, mais pris à la lettre, ça veut dire qu'il faut standardiser. Et c'est une pression. Je ne dis pas que c'est le cas, on a parlé justement des projets individuels, des projets personnalisés, mais ça se heurte finalement à cette logique de, si on veut traiter les gens de la même façon, il faut fournir les mêmes solutions. Ce qui est, vous en conviendrez, assez catastrophique lorsqu'on parle effectivement d'autisme, mais d'autres choses également. Rigidité de l'offre, alors elle est accentuée par les logiques de financement. Alors, les logiques de financement public, ce n'est pas ce secteur-ci. Freddy, l'armée apparemment est encore pire. C'est effectivement que, vous savez comment fonctionnent les budgets, ils sont qu'on appelle incrémentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne change pas les budgets d'une année à l'autre. Lorsqu'il y a les budgets, en fait, et Wildavsky le montre, en fait, ce sont des accords politiques. Ce sont des compromis qui sont très difficiles à remettre en œuvre, et en général, donc, on s'ajuste à la marge. Monsieur le ministre. Oui. Et donc, mais c'est une réalité politique, c'est la politique qui nous... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est très difficile, lorsqu'il y a des besoins nouveaux ou des besoins émergents, de réadapter directement des ressources d'un endroit vers un autre. Et on a aussi ce que Niskanen montre, qui est ce qu'on appelle la maximisation budgétaire. Toute personne qui a été dans l'administration sait qu'on doit défendre son budget et on doit l'épuiser. Et chaque administration défend son budget, ce qui veut dire que c'est très difficile, effectivement, de réallouer les moyens d'un secteur vers un autre. Alors, on a aussi comme point, si vous voulez, beaucoup plus prégnant sans doute dans l'allocation des budgets, c'est ce qu'on appelle le biais vers le court terme par rapport au long terme. Il est très connu en santé. On parle de prévention de la santé, bien entendu, avec des économistes comme Ekman qui ont montré que, assez bizarrement, si vous investissez de façon précoce, vous économisez beaucoup plus tard. Mais le problème, justement, en politique, c'est beaucoup plus tard. C'est 10 ans après. Or, la visibilité et l'urgence vous poussent, effectivement, à agir sur ce qui est visible, c'est-à-dire le manque de place actuellement. Hein, ce ne sont pas des affirmations
personnels, ce sont des faits qui sont très documentés, évidemment, dans l'économie publique. Et puis alors, on a parlé de budget, et là, on revient sans doute à ce que tu voulais évoquer, Eric, sur les budgets personnalisés. C'est-à-dire qu'on est dans un système où les économistes montrent que dans ce triangle constitué des pouvoirs publics, des prestataires et des familles, qui est en position de faiblesse? Les familles. Pourquoi? Parce que ces négociations imposent des coûts de transaction et de discussion qui sont très difficiles à mettre en place quand vous êtes isolé et quand vous n'avez pas accès effectivement à toute l'expertise. Et il y a toujours, si vous voulez, une sorte de déséquilibre dans ces systèmes entre le pouvoir des acteurs avec le pouvoir le plus faible qui est celui des familles en fait. Comment peuvent-elles se faire entendre par rapport à leurs besoins lorsqu'elles sont effectivement dans ce type de négociation? D'où l'idée effectivement du budget personnalisé, mais c'est simple, donnons l'argent aux familles, hein, c'est ce que fait la Flandre, et les familles vont décider elles-mêmes avec le choix. Alors, encore une fois, c'est une solution qui a du sens, mais qui est un peu simple. Et je vais expliquer pourquoi. Malheureusement, effectivement, si ce n'était que ce problème, parce que ce serait évidemment une solution qui aurait déjà créé un consensus général. Et puis alors, oui, l'effet pervers du ciblage catégoriel des ressources, on a parlé. Donc si vous entrez dans des catégories, est-ce que les catégories correspondent chaque fois aux besoins individuels de chaque personne? Vous tapez soit à côté, soit en dessous, mais vous créez de façon permanente dans le système de ciblage catégoriel un mismatch entre l'allocation des ressources, qui est inefficiente, parce que soit elle est trop importante, soit elle n'est pas assez importante. Elle crée aussi des problèmes liés à ce qu'on appelle les parcours de vie. Hein, on passe d'un système à l'autre, mais le budget est toujours lié aux catégories, on l'a évoqué ce matin. Et puis vous avez ce problème aussi de cream skimming, comme disent les Américains, c'est-à-dire que dans un système catégoriel, vous cherchez à éviter de façon assez logique les personnes qui présentent un déséquilibre par rapport à ce que vous devez leur donner par rapport à leurs demandes réelles. Ce n'est pas étonnant que, si vous regardez les listes d'attente, elles sont constituées évidemment des personnes qui sont situées effectivement dans des besoins intensifs. Les logiques de financement, et puis un autre facteur analysé assez fortement dans les pays anglo-saxons, moins chez nous, mais ça rejoint malgré tout ce qu'on entend beaucoup lorsqu'on entend le parcours des familles, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information, très connue en économie. L'asymétrie d'information, vous pouvez la visualiser avec ce dessin de deux joueurs. Il y a un joueur qui a toutes les cartes, et puis l'autre, on voit toutes ces cartes. Et ça explique effectivement, quand vous êtes dans des relations de transactions économiques, si vous voulez acheter une voiture, eh bien, si vous n'y connaissez rien, vous avez très peu de chances, effectivement, d'avoir un avantage. En économie, en fait, on dit, vous créez ce qu'on appelle la sélection adverse. Hein, c'est Stiglitz, ce prix Nobel, qui l'a démontré. Donc, vous ne choisissez pas nécessairement le bon service. Et l'aléa moral, vous n'êtes pas capable, une fois que vous êtes dans le service, de juger de la qualité, ce qui a tendance, effectivement, à faire descendre assez fortement la qualité des services. Et donc, cette différence et cette asymétrie d'information, elle a tendance, dans un système comme où vous avez cette imbalance, où les familles ne savent absolument pas naviguer, vous avez tendance effectivement à créer quelque chose qui va abaisser finalement la qualité de l'offre. Et ça va être accentué par le fait que les familles, et je crois que c'est un témoignage qu'on voit tous les jours, ce choix, il est fortement influencé par ce qu'on appelle la surcharge cognitive des familles. Je ne sais pas qui évoquait ce matin, il y a le médical, il y a l'administratif, il y a le parcours, il y a ma vie professionnelle. Vous arrivez dans une situation, un objectif que vous n'êtes pas capable de faire des choix rationnels, vous faites des choix par défaut ou des choix d'épuisement. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui pose un problème qui est renforcé évidemment par ce que Pierre Bourdieu montre, le renforcement, les inégalités sociales, hein, le fait que votre capital culturel
influence profondément votre capacité de choisir. Et plus effectivement vous avez ce capital culturel, ce capital qui vous permet effectivement d'avoir accès à l'information, de négocier avec les professionnels. Et quand vous ne l'avez pas au départ, en fait c'est un système qui renforce les inégalités sociales, hein, puisqu'elles sont accentuées par le point de départ du capital culturel. Et alors vous avez dans le système un phénomène qui est mis en avant par Hirschman lorsqu'il parle d'un livre assez fondamental dans l'économie qui s'appelle Exit, Royalty et Voice. Et il dit finalement, lorsque nous sommes confrontés en tant qu'usagers à un service qui ne nous plaît pas, nous avons 3 choix. Enfin, ici je vais parler de 2 choix. Soit on part, exit, soit on se plaint, loyalty. On est dans un système vu lorsque nous évoquons le rationnement, est-ce qu'on a vraiment le choix de l'exit ou du voice? Donc c'est très difficile, si vous voulez, d'appliquer les mécanismes de l'économie que nous avons ici qui augmentent la qualité par ce type d'information dans le contexte effectivement d'usagers qui sont en fait captifs des services et des familles qui sont captives effectivement des services et qui doivent se contenter de ce qui est là. Ce qui fait qu'on a très peu de signal sur vraiment quelle est la qualité de l'offre. J'en viens à quelque chose qui a été encore évoqué, qui est la fragmentation. On a parlé beaucoup. C'est un peu compliqué, la fragmentation, c'est quelque chose d'assez fascinant et qui est beaucoup théorisé justement dans les sciences d'action sociale. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas nouveau, hein, c'est le père de la sociologie, Max Weber, qui nous a montré que la société moderne, effectivement, elle crée la professionnalisation, ce qu'on appelle les silos professionnels. Et Herbert Simon, je crois que je l'ai déjà mentionné, peut-être pas, mais ce n'est pas grave, c'est Herbert Simon, lui, parle de quasi-décomposabilité. Alors c'est intéressant quand vous lisez et vous appliquez Herbert Simon à notre secteur, parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est, quand vous avez des systèmes complexes comme ça, en fait, ils sont faits de plusieurs sous-systèmes. Et chaque sous-système, en fait, s'optimise très fortement à l'intérieur. Par exemple, l'hôpital, à l'intérieur, vous allez avoir énormément de communication et d'optimisation. Et l'école le fait aussi. Mais quand vous voulez faire parler les sous-systèmes entre eux, c'est une catastrophe. Et c'est accentué par cet ouvrage majeur de sociologie de Boltanski et Thévenot, eux qui montrent que ce n'est pas simplement une différence systémique, c'est une différence de culture. Une différence de culture qui fait que les mondes... En fait, Boltanski et Thévenot, ils parlent de cité. La cité de la santé, la cité de l'école, et il montre que, en fait, dans ces cités, en fait, on parle des langages différents. Alors, la cité des médecins, par exemple, ont des valeurs qui sont assez différentes des valeurs de la cité de l'école. Et ce que disent Boltanski et Thévenot, c'est qu'en fait, toutes ces valeurs sont en soi louables, mais ils prétendent qu'elles sont incommensurables. On ne peut pas les faire parler ensemble, parce qu'en fait, elles poursuivent des objectifs différents. Et nous avons l'analyse sociologique. Alors, que nous dit l'analyse économique de la coopération? Je crois qu'on l'a évoqué. Elle nous dit, en fait, l'analyse de la coopération, elle est très simple. Elle montre que, en fait, elle crée vraiment des coûts de transaction. Demander à un éducateur d'aller se concerter avec l'école, d'aller se concerter avec un docteur ou autre, en fait, c'est un coût énorme en termes de temps et en termes d'énergie. Et c'est très simple en termes économiques, c'est parfois beaucoup plus rationnel de ne pas le faire, parce que, finalement, si l'avantage économique n'excède pas le coût, vous n'avez aucune raison objective de le faire. Aucune. Donc, c'est assez rationnel, effectivement, de ne pas coopérer. Le problème, c'est qui paye le coût? C'est les familles. Tout est reporté sur les familles. C'est elles qui sont obligées, dans un système pareil, d'être des intégrateurs du système. C'est elles qui doivent faire véhiculer l'information de personne en personne. C'est elles qui doivent, effectivement, rassembler autant que se peut finalement ces énergies autour de la personne. Et ici, si vous regardez, lorsqu'on parle des aidants, je recommande vraiment la lecture de Joan Tronto, qui est la philosophe du Caire,
et qui explique effectivement que dans une société démocratique où finalement le care n'est pas l'affaire des femmes, mais doit être partagé démocratiquement, on a ici une faillite organisée en fait de la société en laissant effectivement cette charge de coordination sur les familles. Alors, nous avons encore un élément intéressant qui est lié, et ça répond peut-être à la question, Éric, que tu posais ce matin, mais qui doit organiser l'ensemble. En fait, ce qui est intéressant, c'est dire, oui, on est dans un système où il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y a un manque de gouvernance, puisque chaque acteur n'est pas habilité à le faire. Et le concept qui est mis en avant par le prix Nobel Elinor Ostrom, c'est de dire, dans le fond, vous êtes dans ce qu'on appelle un problème de gouvernance polycentrique. En fait, c'est quelque chose qui est appliqué à l'environnement, ou qui applique à des problèmes sociaux, mais qu'on peut très bien appliquer, évidemment, en ce qui concerne les parcours des personnes, c'est de dire, chaque pilote, dans ce parcours, devient ce qu'elle appelait une ressource commune. Chaque parcours de chaque personne devient une ressource commune qui est gérée de façon anarchique. Tout le monde y pioche. On y pioche des données, on y pioche du temps de la famille, on y pioche de l'énergie, mais personne n'en est vraiment responsable. Et la ressource s'épuise. Cette désintégration n'est pas accidentelle, elle est structurellement maintenue par le système. Alors, dernier frein, on analyse effectivement, et encore une fois, dans les problèmes complexes, la particularité, c'est que vous avez tellement de causes que vous ne pouvez, il est impossible effectivement de les citer. J'ai vraiment ici essayé simplement de simplifier la complexité en disant, mais retenons-en déjà 6 qui sont les plus cités, et qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne, en dernier facteur, le facteur le plus politique, que tout le monde connaît, qui est l'inertie au changement, et qui est effectivement lié à plusieurs phénomènes bien écrits. D'abord, effectivement, la cage de fer bureaucratique, la notion mise en avant par Merton que quand vous créez des règles, les règles deviennent une fin en soi, et que plus personne ne sait pourquoi on les poursuive. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, malheureusement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la dépendance au sentier, qui est quelque chose de beaucoup plus logique, qui est qu'on a en économie, on l'a dans l'action publique, on l'a en politique également. C'est que quand vous êtes sur quelque chose qui est la continuité de ce que vous avez fait, c'est bien plus simple parfois et moins dangereux de continuer que de changer de route. C'est assez rationnel, cette dépendance au sentier. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 45 ans, je m'étonnais que les personnes me disent « mais pourquoi fais-tu ça? On a toujours fait comme ça ». En fait, c'était la dépendance au sentier. C'est assez rationnel, du point de vue effectivement de la personne. Mais évidemment, c'est un frein au changement, et c'est un frein au changement qui évidemment s'accentue avec d'autres problèmes, comme la défense des positions acquises, et puis alors les limites à la rationalité. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, qui est, dans le fond, tout ce que je vous dis est tellement complexe que finalement, c'est très difficile, évidemment, de prévoir les conséquences de ce qu'on ne sait pas. Et on se contente effectivement, la plupart du temps, assez logiquement, de solutions suboptimales, parce que ça au moins on sait. Donc, beaucoup de temps pour analyser ces phénomènes, mais si vous voulez, ce qui est intéressant évidemment, c'est de montrer, non pas qu'ils existent, nous le savons, nous les voyons, nous leur mettons des mots, mais surtout la particularité. C'est ici que je fais, c'est intéressant, mais en fait on s'aperçoit que tous ces facteurs, vous ne pouvez pas les traiter à part. Je ne sais pas si vous avez déjà ce pressentiment. En fait, ils sont interdépendants. Alors, j'ai essayé de simuler l'interdépendance un peu de ce que je dis. Alors, c'est illisible, tant mieux. Mais j'ai des slides, je vous le donnerai, mais ça vous donne une idée. Si on modélisait effectivement ces différents facteurs mais dans le fond, ça nous dit, vous ne pouvez pas attaquer l'un sans attaquer l'autre, parce qu'ils sont interdépendants, mais surtout, ils forment ce qu'on appelle en systémique des boucles de rétroaction. Forrester, qui est un théoricien des systèmes au MIT, a dit, mais quand vous avez les systèmes ont leurs propres règles. Les systèmes, c'est d'abord l'émergence. Alors l'émergence, c'est les problèmes que vous voyez sont le fruit non pas d'un acteur, mais de conséquences inattendues d'un autre acteur. Donc, l'émergence n'est pas volontaire. Personne ne la contrôle. Personne ne contrôle la liste d'attente.
elles émergent de comportements qui s'enchaînent et qui ne sont pas, si vous voulez, décidés volontairement. Personne ne dit un jour on va créer des listes d'attente. Deuxième logique des systèmes, c'est ce qu'il appelle l'autostabilisation. C'est que les systèmes, effectivement, ont tendance à faire en sorte que les choses restent stables. La stabilité est un élément fondamental. Un système qui n'est pas stable disparaît. Le troisième élément, c'est l'adaptation. Je cite un exemple intéressant de l'adaptation, c'est quand vous avez un nouveau problème, le système ne change pas, il l'absorbe. Je crois que toute l'histoire de l'autisme et la façon dont il est absorbé par le système socio-institutionnel, ça montre effectivement cette capacité de un problème arrive, on l'ajoute aux catégories existantes et il est absorbé et adapté par le système. Juste un mot quand même, dans ce tableau, ce que vous ne voyez pas, c'est la notion de boucle de rétroaction positive. C'est de montrer que ce qui est très fort finalement dans ce type de système, c'est ce qu'on appelle le fait qu'ils se auto-renforcent. C'est-à-dire que l'effet est renforcé par lui-même avec une boucle de rétroaction. Il y en a plusieurs qui sont illustrées dans les causes. J'en prends une qui est ce qu'on appelle l'engrenage de la crise permanente. Anne-Françoise, il va bien te parler, évidemment, parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous, qui est le paradigme de la rareté. On crée des listes d'attente, on priorise vers l'urgence. En priorisant vers l'urgence, on désinvestit dans la prévention. De plus en plus d'aggravation de situations individuelles arrivent, ce qui justifie le paradigme de la rareté. Il y en a plusieurs comme ceci. Et donc, dans cette logique systémique, si vous voulez, ça vous donne alors une vision un peu différente du problème auquel nous avons affaire. Est-ce que ce sont des dysfonctionnements? En théorie des systèmes, il ne s'agit pas de dysfonctionnement. Le système, en fait ce pourquoi il a été conçu. Je prends ce tableau de Magritte qui s'appelle la trahison des images, pour évoquer justement que le système nous donne une apparence de quelque chose effectivement de construit et de rationnel, qui est là pour intégrer, mais dans le fond, non, il suit une logique de rationnement, de standardisation, de contrôle et de réparation. C'est une logique qui est tout à fait incompatible avec tout ce qu'on a entendu ce matin sur l'autisme, le spectre et sa variabilité. Vous ne pouvez pas résoudre cette problématique avec un système qui n'est pas fait pour, tout simplement. Ce n'est pas un problème de dysfonctionnement, c'est une logique qui crée effectivement de façon tout à fait imparable ce type de problème. Et la preuve, la loi de la cybernétique d'Ashby, qui nous dit, mais dans un système, il faut que le contrôleur ait autant de la variété que le contrôlé. Donc, plus les besoins sont diversifiés, plus la réponse doit être diversifiée. Et donc, la complexité, elle ne se réduit pas, elle ne se simplifie pas, elle se gère par la variété. Alors, une fois que j'en arrive là, et je ne sais plus où j'en suis, mais je pense que j'arrive, Alice, à la fin. Voilà. Je m'étais dit avant de commencer, qu'est-ce que je fais? Je zappe sur les causes et je vais directement aux solutions. Et je me suis souvenu que Einstein disait 99% de votre énergie doit être consacrée à l'identification du problème et 1% aux solutions. Alors, je vais un peu suivre ça tout en vous disant, oui, les solutions, effectivement, aussi existent, mais elles ne se font pas par décret ni par arrêté. Elles reposent effectivement sur des idées assez profondes que met l'idée de la systémique, c'est comment agir sur un système. Une théorie intéressante, c'est celle de Donella Meadows du MIT sur les leviers. Vous dites si vous agissez sur les financements, mais vous agissez sur le robinet, en fait, il faut agir en amont sur les choses effectivement qui impliquent les façons de penser. On doit travailler, on a évoqué ce matin sur libérer l'innovation, c'était très riche ce qu'on a entendu ce matin. Il faut créer de la variation du système. Les gens du terrain sont capables effectivement de créer cette variation. Et donc, il faut encourager ce qu'on appelle l'expérience où on n'est pas puni en apprenant. Il faut pas simplement, et ça c'est un problème majeur qu'on évoquait, c'est oui, mais l'innovation, ça ne doit pas être des îles, ça doit devenir un archipel, ça doit devenir un continent. Quelle méthode utilisons-nous pour créer des systèmes apprenants, des systèmes effectivement où l'innovation elle-même se produit? On a énormément d'approches en théorie des systèmes que je mentionne
ici, notamment Argyris et Schoen. Et puis, une idée très riche, moi je trouve, c'est cette idée de gouvernance polycentrique qui est un peu, monsieur le ministre, dans l'idée de la première ligne de santé. Elle est vraiment basée sur cette approche de gouvernance polycentrique où on arrive effectivement, en théorie des systèmes, à créer effectivement entre différents acteurs autour d'une valeur partagée, des canaux de communication et une gouvernance décentrée. C'est une idée très riche, effectivement, que nous avons là en Wallonie et qui entre vraiment dans une vision, non pas top-down, mais dans une vision partagée du Caire. Et puis, nous avons encore une idée encore beaucoup plus audacieuse, mais on l'a évoqué ce matin. En fait, vous devez changer la logique du système. Il ne s'agit pas de réparer, on l'a dit, par rapport à l'autisme, il s'agit en fait de développer. On a des approches très riches du prix Nobel Amartya Sen et de Martha Nussbaum qui nous emmènent dans un tout autre paradigme. Et alors, d'un point de vue pratique, toujours travailler effectivement sur quelque chose de transversal qui est les cadres dans lesquels nous travaillons, qu'on soit ici famille, qu'on soit professionnel, qu'on soit acteur public. En fait, l'idée, c'est de travailler effectivement sur des représentations propres, mais qui sont logiques, mais d'arriver effectivement à faire des ponts. Et finalement, ça m'a amené à la conclusion que j'avais prévu de mon intervention, mais je pense qu'il reste bonne. C'est-à-dire, dans le fond, une journée comme ceci, elle est vraiment riche à cause de ça, parce qu'elle permet justement ce partage et cette co-construction d'idées. Et je voulais féliciter la PEPA, et j'ai gardé pour la PEPA, moi aussi, ma citation d'un auteur que j'adore, et malheureusement, il n'est pas traduit en français. Il s'appelle Peter Block, je ne sais pas si vous le connaissez. Et voilà, je me dis, c'est quelque chose, effectivement, qui est assez inspirant. Grâce à la PEPA, aujourd'hui, 50 ans, de nous inspirer tous dans cette pièce à construire, finalement, le futur que nous voulons. Voilà. Merci. Pardon ? Des questions ? Oui, des questions. En fait, si j'ai vraiment zappé sur le... Mais si vous voulez, j'ai une documentation très importante sur ceci, parce que c'est une conférence que j'ai faite il y a quelques mois en Irlande, et j'en ai fait ils m'ont demandé un papier qui fait à peu près 80 pages. Donc mais avec toutes les références, donc voilà, il est à votre disposition pour ceux qui le souhaitent. Je vais le traduire en français parce qu'il est en anglais. Ah oui. Voilà. Voilà, j'ai une question, si vous permettez. Donc, vous avez beaucoup parlé des difficultés par rapport aux besoins, mais est-ce que vous pourriez lister, je veux dire succinctement, à votre avis, les besoins des familles et des personnes autistes? Voilà, merci. Non, parce que il me semble, si vous voulez, que sur ce point de vue, évidemment, que sont les besoins, on a évidemment énormément de prises de parole qui ont été prises par la PEPA, par les familles. Je les laisse elles-mêmes effectivement l'exprimer. Je ne me suis pas nécessairement intéressé, encore une fois, sur la recherche aux besoins, parce que elle, je crois qu'elle fait quasiment toute Donc, est-ce que nous sommes vraiment dans une problématique où le problème que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas les besoins ? Ou, encore une fois, est-ce que le problème que nous avons, c'est que, même en les comprenant, nous avons difficile de changer de logiciel. Je défends ce second point, tout en admettant effectivement que sur le premier, la parole est effectivement en famille. Quand je les ai listés en disant c'est l'épuisement, c'est les listes d'attente, c'est l'inadéquation aux besoins, je n'ai pas parlé de quels besoins. Je crois qu'ils ont été exprimés déjà par les pionniers d'il y a 50 ans. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est comme je suis actuellement président du conseil d'administration d'une école, et c'était la rentrée, nous avions 200 enfants en liste d'attente, il suffit d'écouter les familles, c'est quelque chose de, comment je dirais, pas frustrant, ça vous met un peu en colère. Non ? Oui. Oui, hein ? Merci, Monsieur Gubels. Baissez le micro. Pardon. Merci de votre intervention riche, fouillée. Mais je voulais rebondir sur la réflexion de la personne qui a parlé des aidants. Moi-même, ayant été avec d'autres à l'origine de l'ASBL Aidants Proches,
C'est vrai que ça fait à peu près maintenant, pas encore tout à fait 10 ans, que l'ASBL existe et ça a été une de mes préoccupations majeures, d'essayer enfin de lister les besoins des aidants. Ici, on ne parle pas de l'autisme spécifiquement, bien que moi, ma motivation, elle tournait toujours évidemment quelque part autour de tout ce qui touchait les parents avec autisme. Et en fait, on a travaillé très sérieusement aussi avec des chercheurs de Gand, de la VUB, et on a travaillé 2 années pour essayer d'arriver à quelques conclusions par rapport aux besoins, mais c'était les besoins beaucoup plus largement établis que sont ceux de la personne handicapée, mais aussi des personnes vieillissantes et de toutes les pathologies qui peuvent exister, qui nécessitent une aide de proximité. Et en fait, eh bien, c'est un projet, il n'a pas capoté, il est toujours là, mais il a été mis sous couvert parce que personne n'arrive à conclure. Personne n'arrive à conclure par rapport à ces besoins qui pourtant paraissaient vitaux de les connaître, de les identifier pour pouvoir en avoir alors plus de répondants par rapport aux politiciens, par rapport à ceux que nous devons solliciter. C'était d'espérer pouvoir avoir des réponses concrètes. On attend, on y travaillera sûrement encore, mais ça a l'air effectivement extrêmement complexe. Oui, dans ce contexte-là, il faut vraiment lire John Tronto, si vous voulez, qui montre que nous avons un système qui n'est pas centré sur les aidants, mais sur la personne elle-même, et les aidants sont en fait complètement oubliés. Elle explique en fait tous les mécanismes qui sont derrière. Donc c'est un problème global. Voilà, merci.